Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Matins du Sénat. Je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui du projet de loi de finances. Hier, il était question de la mission Relations avec les collectivités locales, le ministère de Jacqueline Gourault. Son ministère a donc vu ses crédits adoptés avec modification. En séance, on a parlé péréquation entre collectivités, on a parlé intercommunalité ou encore dotation globale de fonctionnement. Mais parmi tous ces sujets très pointus, un sujet d'actualité a émergé, celui de la sécurité des ponts. Il y a 2 semaines, près de Toulouse, un pont suspendu s'est effondré, vous le voyez à l'image, ça a fait 2 morts. Les sénateurs ne sont pas revenus sur l'état de ce pont, il était bien entretenu. Mais cet accident a permis une fois encore d'attirer l'attention sur les 29 000 ponts en France qui sont en mauvais état et qui risquent de s'effondrer. Les sénateurs ont formulé une demande bien précise, créer un fonds d'aide à l'entretien des ponts alimenté à hauteur de 10 millions d'euros et qu'ils ont donc adopté contre l'avis du gouvernement. Direction l'hémicycle pour suivre cette séance préparée aujourd'hui par Alice Bardot. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, les finances locales sont au cœur de ce projet de loi de finances et je voudrais y revenir quelques instants. En première partie, nous avons examiné l'article 5 qui porte sur un sujet qui était très attendu, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la réforme du financement des collectivités territoriales. Je veux dire ici combien je pense essentiel le travail qu'a mené le Sénat sur cet article. Il faut donner du temps au temps. Il faut donc repousser l'entrée en vigueur de la réforme du financement des collectivités territoriales à 2022 et c'est ce qu'a adopté le Sénat en première lecture. Je rappelle que ce décalage d'1 an est sans incidence sur le contribuable puisqu'il ne remet en cause ni la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales en 2023, ni le dégrèvement total en faveur des 80% des ménages les moins favorisés en 2020. Que le gouvernement ne vienne pas désormais nous dire que ce décalage n'est pas acceptable, ou pire, que c'est une mesure dilatoire, car dans le même temps, il propose de ne réviser les valeurs locatives des locaux d'habitation qu'en 2026. Quand on sait l'importance de la distorsion de richesse imposée par la non-actualisation des valeurs locatives, on ne peut que déplorer ce calendrier. Ce décalage d'1 an nous permettrait de disposer du temps d'analyse et de concertation nécessaire pour traiter la question de la péréquation. Ce travail est vital et ne doit pas être mené à la va-vite. Il est vital parce que tout le reste de l'édifice financier local n'a plus de base tangible. La fiscalité est régulièrement réformée, souvent sans que les élus locaux le demandent. Les dotations sont dépassées, mais leur réforme n'est visiblement pas pour demain. Restent des dotations et fonds de péréquation qui, eux aussi, souffrent de dysfonctionnements, comme l'indiqueront nombre d'amendements que nous tenterons de contenir. Nous sommes en réalité à un carrefour qui nécessite également de s'interroger sur la gouvernance globale des finances locales et en particulier sur leur encadrement par les contrats de Cahors. La libre administration des collectivités territoriales, clé de voûte de notre fonctionnement, est sans aucun doute mise à mal par ces contrats. J'en viens maintenant à la mission qui nous occupe aujourd'hui et qui est le reflet des maux des finances locales que je viens d'évoquer. La mission Relations avec les collectivités territoriales, dotée de 3,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 3,4 milliards d'euros en crédits de paiement, comprend les crédits de certaines des dotations versées par l'État aux collectivités territoriales, soit en compensation de transfert de compétences, soit pour subventionner des projets notamment d'investissement. Les autorisations d'engagement diminuent de 82 millions par rapport à la loi de finances initiale pour 2019. Toutefois, le montant des principales dotations en faveur du bloc communal demeure stable et représente au total 1,76 milliard d'euros en autorisations d'engagement. Du point de vue des crédits de paiement, la mission connaît une légère hausse pour 2020 de l'ordre de 13 millions d'euros. Ce solde masque néanmoins des mouvements parfois importants. Enfin, je souhaite souligner le verdissement que connaît le programme depuis 2019 et qui va dans le bon sens. Depuis l'année dernière, une dotation s'élevant à 5 millions d'euros est versée à quelques 1122 communes, dont une partie du territoire est couverte par une zone Natura 2000. Cette année, une dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité est créée et inclut l'ancienne dotation Natura 2000. Nous y reviendrons assez longuement
tout à l'heure. Beaucoup d'amendements ont été déposés à ce sujet et certains qui me sont assez chers. Je termine avec le compte de concours financiers, avance aux collectivités territoriales. Il voit transiter des produits des impositions locales versés mensuellement par l'État aux collectivités territoriales qui devraient s'élever à 110,6 milliards d'euros en 2020. Nous vous proposerons d'adopter les crédits de cette mission et de ce compte de concours financiers. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial. La parole est à monsieur Claude Raynal, rapporteur spécial de la Commission des finances. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, d'abord, il y a quelque chose d'un peu jouissif dans la mission RCT. Il faut se le dire, mes chers collègues. Nous parlons d'une mission qui pèse 3 milliards d'euros et pour laquelle nous avons 120 amendements, c'est-à-dire que nous faisons toujours un record d'amendements sur une des missions les plus petites du Sénat. C'est un plaisir. La principale mesure donc proposée par le projet de loi de finances pour 2020, s'agissant des finances des collectivités territoriales, concerne donc la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la réforme du financement de la taxe d'habitation. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de l'examen de la première partie du présent projet de loi de finances, le Sénat a pris ses responsabilités en décalant d'1 an la mise en œuvre du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales sans toucher au bénéfice de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et en amendant le texte pour améliorer la compensation des collectivités. Le gouvernement nous a demandé de voter ce texte et se donne 1 an pour régler cette question. C'est un peu comme si l'on disait « on vous lâche depuis une falaise » et en même temps on vous dit « ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le parachute ». En réalité, il existe un certain nombre d'angles morts qui doivent faire l'objet de précisions. Surtout, il y a ce que certains ont appelé la réforme cachée de la taxe d'habitation, d'ailleurs à juste titre. Une fois la taxe d'habitation supprimée, comment recalcule-t-on les potentiels financiers à partir desquels on fixe la distribution de la DGF ou du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales, le FPIC? Il nous faut résoudre l'ensemble de ces problèmes avant de mettre en œuvre ce texte, afin de disposer de tous les éléments. C'est le sens des modifications apportées par le Sénat. Nous espérons, Madame la Ministre, que le gouvernement saura écouter le message que le Sénat a voulu lui transmettre. C'est dans ce contexte que nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales et les articles qui y sont rattachés. Au cours de cet examen, nous allons avoir l'occasion de revenir sur un certain nombre de mauvaises manières faites aux collectivités territoriales. Je voudrais ici en évoquer quelques-unes. L'article 78 prévoit plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des départements. Il procède notamment à la réforme de la péréquation versée aux communes des départements d'outre-mer, que je salue et qui était attendue depuis longtemps. Mais là encore, fort de cet engagement vis-à-vis des communes d'outre-mer, le gouvernement laisse les autres communes financer cette réforme. Eh oui, avec l'argent des autres, on est toujours plus facile, plus à l'aise. Alors, il procède toujours également au décalage à 2026 de la prise en compte dans le CIF de la redevance d'assainissement. Ne croyez pas que je veuille entrer maintenant dans les considérations techniques, mais cette décision du gouvernement est révélatrice. Nous avions proposé ce report l'année dernière, il avait été balayé d'un revers de main et le gouvernement le reprend finalement à son compte cette année. Nous en sommes heureux. Par ailleurs, et sans être exhaustif, ce projet de loi de finances nous invite à voter plusieurs dispositions qui concernent les collectivités franciliennes. Nous ne manquerons pas d'y revenir, j'en suis sûr, pendant le débat. Mais je souhaiterais à ce titre évoquer l'article 78 octies, qui a introduit à l'Assemblée nationale et propose de reconduire pour 1 an le dispositif visant à reporter le transfert de la dotation d'intercommunalité des établissements publics territoriaux vers la métropole du Grand Paris et à suspendre le versement par celle-ci de la dotation de soutien à l'investissement territorial.
Je rappelle que la loi NOTRe a institué un système de flux financiers complexe entre la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux qui, faute d'évolution du schéma institutionnel de la MGP, a été prorogé en loi de finances pour 2019. Nous devons donc aujourd'hui, comme l'année dernière, statuer sur l'évolution des flux financiers entre la métropole du Grand Paris d'un côté et ses établissements publics territoriaux de l'autre. Dans le même temps, nous aurons à nous prononcer sur le plafond du FPIC. Il est temps, en effet, de réfléchir au sens de cet instrument de péréquation que beaucoup souhaiteraient figer et au lien qui existe avec le fonds de la région Île-de-France. Rappelons également que nous allons bientôt nous pencher, lors de l'examen des articles non rattachés, sur le financement de la Société du Grand Paris, que le gouvernement nous propose de financer par les recettes de DMTO des départements franciliens. Enfin, nos débats vont largement porter sur la DETR. L'article 78 non-IS introduit à l'Assemblée propose de stabiliser en 2020 l'enveloppe de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Nos collègues députés estiment que les modalités de la répartition de la DETR doivent être revues afin de mieux cibler les territoires ruraux. Nous en parlerons largement dans quelques instants. Beaucoup d'amendements déposés concernent cette dotation. Voilà les quelques éléments que je souhaitais porter à votre attention en ce début de nos travaux. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, quand le sage montre la lune, dit un proverbe qui passe pour chinois, le sot regarde le bout du doigt. S'agissant des flux financiers entre l'État et les collectivités territoriales, de leur rôle national en termes financiers, économiques et d'emploi, c'est un peu pareil. L'État agite le bout de son doigt de supposer concession pour faire oublier la ceinture des dépenses qu'il serre un peu plus. Ce qui devrait être le temps fort de la vie parlementaire, l'examen et le vote du projet de loi de finances est devenu un théâtre d'ombre, un grand jeu de bonneteau destiné à masquer l'immobilisme politique de ces 15 dernières années. Avec le mois d'octobre revient le même pinsomme dont on connaît l'issue. On a beau répéter que la grille de lecture proposée ne permet pas de comprendre les enjeux qu'intituler « Relations avec les collectivités territoriales », une mission budgétaire représentant 3,3% seulement des transferts financiers de l'État ou 7,7% des concours financiers aux dites collectivités, répéter que c'est un non-sens, rien ne change. Mais plus que jamais, les choses absurdes doivent être faites dans les règles sous peine d'apparaître ce qu'elles sont, c'est-à-dire absurdes. On félicitera donc nos rapporteurs d'avoir éclairé quelques ombres de ce trompe-l'œil. Il en est cependant quelques-unes méritant quelques précisions. Qu'on précise par exemple que la DETR, à travers les règles de priorisation, est d'abord une source de financement des politiques nationales de l'État. Transition écologique, construction de gendarmerie, etc. Certes, toutes utiles, mais pas forcément les priorités des communes les plus petites et les moins riches. Il faudrait préciser aussi que le R de cette même DETR n'est pas toujours visible selon les départements, d'où la proposition bienvenue de réserver une part de la dotation aux petites opérations. Préciser aussi que le mode de calcul du FPIC, censé évaluer la richesse des communes au sein des intercommunalités, est toujours aussi inique, puisqu'il favorise outrageusement les plus grandes en augmentant artificiellement leur population. Drôle de péréquation au nom de charges de centralité au moment même où le développement des intercommunalités les a mutualisées. Rappelez aussi qu'en 2020, simple jeu de l'inflation et de la non-revalorisation des bases fiscales équivaudra à une charge supplémentaire de l'ordre de 2 milliards d'euros pour le budget des collectivités territoriales. Dans le novlangue budgétaire, les transferts financiers vont seulement de l'État vers les collectivités, jamais dans l'autre sens. Ainsi sont présentés comme des transferts financiers de l'État aux collectivités, donc comme des aides de l'État aux collectivités,
des compensations fongibles avec le temps, de transfert de compétences, de transfert de charges, de décisions fiscales électoralistes, comme pénalisant les collectivités, comme ce qui s'est passé avec la taxe professionnelle et qu'on renouvelle avec la taxe d'habitation, de captation d'impôts locaux particulièrement dynamiques, ce qui est à l'origine, vous le savez tous, de la DGF, le remboursement d'une fraction de taxes payées par les collectivités, c'est à l'origine du FCTVA, la contrepartie âprement discutée de services rendus, dernière en date, les titres sécurisés et bien d'autres décisions du même acabit. J'en passe. Parmi les curiosités les plus intéressantes, le fait que les indemnités d'élus, dont les fonctions sont gratuites, comme vous le savez, payées par les collectivités, viennent par le biais de l'impôt sur le revenu abonder les recettes de l'État, ou les dépenses de sécurité civile, compétences de l'État exercées par les ministères de l'Intérieur et de la Santé, qui sont très largement assumées par les SDIS, à la charge des collectivités territoriales. Quand on fait l'addition, on constate que les transferts financiers de l'État aux collectivités, si l'on entend par là des aides qui ne sont pas des compensations, eh bien on est plus proche de 35 milliards d'euros que des 115 milliards annoncés, lesquels ne tiennent pas compte, évidemment, des curiosités que je viens d'évoquer. Si j'ai tort, je ne demande qu'à être démenti par une étude exhaustive des flux financiers réels, montants et descendants, entre l'État et les collectivités, étude qui, à ma connaissance, n'existe toujours pas. Alors, je crois que je conclurai simplement en disant que la politique budgétaire est une affaire trop importante pour être abandonnée aux comptables et que ce jeu de comptables menteurs, c'est un jeu de comptables menteurs, oui, c'est exactement ça, il faut le faire breveter, ne fait pas une politique budgétaire. Parce qu'une politique budgétaire, ça serait une politique qui se préoccupe d'abord de relancer notre économie qui est stagnante et qui stagne de plus en plus. Qu'elle ne se préoccupe pas seulement des dépenses, de réduire les dépenses, mais aussi de stimuler les recettes à travers une relance de l'économie. Cela vous expliquera pourquoi mon groupe ne votera pas ces crédits. Nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales figurant à l'état B. Alors, à l'article 38, nous avons un amendement 756 présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. La mesure qui est proposée, c'est de majorer le programme 122 de 7 millions d'euros afin de permettre la mise en œuvre de la compensation tenant compte de ce qui a été voté dans le PJL engagement et proximité pour le remboursement par la commune des frais de garde d'enfants des élus municipaux lors des réunions du conseil municipal pour les communes de moins de 3 500 habitants. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission. Bien, Madame la Ministre, il s'agit, mes chers collègues, d'un engagement pris par le gouvernement dans le cadre de l'examen du projet de loi engagement et proximité. Avis favorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Sur l'amendement 756 que je mets aux voix maintenant avec un avis. Explication de vote de Monsieur Marie. Merci Madame la Présidente. On ne peut que se réjouir que le gouvernement nous propose un peu d'argent frais pour financer de nouvelles mesures. Ça sera le cas d'ailleurs pour les deux amendements suivants. Et donc nous voterons cet amendement. Ceci étant, initialement l'article 27 du projet de loi engagement et proximité prévoyait une compensation par l'État pour deux dispositifs de remboursement de frais de garde. L'un en direct et l'autre pour les élus qui feraient prendre en charge leurs frais de garde via le CESU. Or, à l'Assemblée nationale, le gouvernement a acté une compensation sur la première partie. Et
pas sur la seconde. Donc j'aurais voulu que Madame la Ministre nous dise si les élus qui auraient recours au CESU seraient aussi compensés et si le montant qui nous est ainsi indiqué dans cet amendement couvre cette disposition. Merci Monsieur Marie. Madame la Ministre. La réponse est oui, pour tous les modes de financement, quel que soit le mode de financement. Voilà. Merci Madame la Ministre. Y a-t-il d'autres... Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Je mets aux voix l'amendement 756. Madame Gatel souhaite prendre la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, je tiens à souligner cette avancée que constitue pour l'engagement des élus locaux la prise en charge des frais de garde et la contribution que le gouvernement apporte. J'attire j'attire en même temps l'attention qu'il faudra avoir et la sollicitation auprès des associations des élus locaux pour que ces dispositifs soient suffisamment bien écrits par des accords au niveau des conseils municipaux pour éviter tout contentieux et tout risque de débordement. Mais je salue cette contribution de l'État sur cette facilité pour les élus et notamment pour les femmes. Merci Madame Gatel. Alors, Monsieur Dallier tout d'abord, puis Monsieur le rapporteur pour conclure. Madame la Présidente, Madame la Ministre, juste une question quand même pour soulever un point. On vient de dire que l'utilisation du CESU serait possible. Il y a un crédit d'impôt qui va avec, qui est remboursé l'année suivante. Donc je ne sais pas comment vous allez gérer ou comment les communes vont gérer cela, parce que elles vont devoir déduire la part éligible au crédit d'impôt. Enfin, je pense qu'il faut se poser les questions, sinon il va y avoir des contentieux derrière. Merci Monsieur Dallier. Monsieur, peut-être... Oui, chers collègues, prenez la parole d'abord et Monsieur Reynald aura le mot de la fin. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. C'était juste une question parce que je crois qu'effectivement, comme l'a dit Françoise Gatel, c'est une mesure intéressante et importante, mais comment est-ce que l'affectation de la dotation va se faire aux communes? Est-ce que ça va être à prestation effectuée ou est-ce que ça va être une dotation anticipée? Merci Monsieur Canvet. Monsieur Reynald? Oui, sans vouloir répondre à la place du ministre, je pense que c'est quand même sur prestation effectuée, hein, normalement, sur prestation effectuée, pas en anticipation. Bon, simplement, je voulais un petit complément. Tout à l'heure, dans le futur, nous aurons en nouvelle lecture une délibération portant sur la dotation d'élu local qui, évidemment, sera minorée de 7 millions d'euros. Je vous rappelle que les 7 millions d'euros, ils étaient passés en première lecture directement sur la dotation élu local. Et aujourd'hui, ça revient au compte RCT. Donc ne vous étonnez pas, ce n'est pas une diminution qui sera apportée en nouvelle lecture, mais simplement un transfert financier. Merci Monsieur Reynald. Monsieur Richard demande la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Bien sûr, on va se féliciter de cette prise en charge, mais excusez-moi de revenir, pourquoi se limiter à des communes de 3500 une fois de plus? Merci. Merci Monsieur Richard. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Si, Monsieur Bonhomme. Non, c'est-à-dire, Madame la Ministre, c'est que, évidemment, on peut se réjouir à bon droit de cette mesure. Simplement, c'est noter probablement l'impact limité, parce que si c'est la DPE, elle concerne les moins de 500 habitants, on connaît la structure des élus dans les moins de 500 habitants, qui est plutôt âgée, donc une aide de ce type-là va concerner un nombre relatif de personnes, et tous ceux qui sont plus de 500 habitants, les élus, évidemment, sera pris sur les budgets communaux. Donc il me semble que ça aura un impact malheureusement assez limité. Merci Monsieur Bonhomme. Il n'y a plus de demande de parole. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 756 du gouvernement avec un avis favorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. L'amendement 696 du gouvernement, Madame la Ministre.
À la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement créant une dotation de soutien aux communes pour la protection de l'environnement, il convient d'abonder le programme 119 à hauteur de 5 millions d'euros. Les crédits DGF ont été minorés de 5 millions d'euros à la suite de l'adoption par le Sénat de l'amendement 954. Il s'agit donc d'un amendement de coordination. Merci Madame la Ministre. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit effectivement de tirer les conséquences de l'adoption par l'Assemblée nationale de l'article 78 ter et de l'amendement 954 adopté par le Sénat lors de l'examen de la première partie pour procéder à un abondement de 5 millions du programme 119. Donc, nous y sommes favorables. Merci, Monsieur le rapporteur. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix l'amendement 696 avec avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 757, toujours présenté par le gouvernement, Madame la Ministre. Alors, nous sommes toujours sur le projet de loi engagement et proximité qui a prévu, comme vous savez, la souscription pour toutes les communes d'une assurance destinée à couvrir les coûts engendrés par l'octroi de la protection fonctionnelle. Cette mesure vise à sécuriser pour les élus locaux, évidemment, l'exercice de leur mandat au quotidien. Le gouvernement s'était engagé à compenser cette mesure pour les communes de moins de 3 500 habitants. Cet amendement traduit cet engagement en dotant le programme 119 de 3 millions d'euros afin de créer une dotation budgétaire destinée à assurer cette compensation. Merci Madame la Ministre. Avis de la Commission, Monsieur Reynal. Oui, pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Il s'agit donc d'un engagement du gouvernement sur le projet de loi engagement et proximité et donc avis favorable. Merci Monsieur le rapporteur. Monsieur Colomba. Je voterai cet amendement de crédit. Ceci dit, le problème de fond reste entier et on refuse de l'examiner. C'est-à-dire, est-ce qu'un toilettage du code pénal qui permettrait de répondre à la situation réelle et aux responsabilités réelles des élus, au lieu de faire semblant de considérer que ce sont, parfois, des gens comme parmi d'autres, des bénévoles, etc. Et ça se refule à un tel niveau d'ailleurs que la dernière fois que les problèmes ont été évoqués, on a dit que ça ne concernait pas les élus. Que non, les propositions, non, c'est hors sujet, c'est hors sujet. Je continue à penser que c'est un pur scandale. Merci, chers collègues. Il y a une demande d'explication de vote de Monsieur Richard. Bis repetita, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Pourquoi limiter ceci à des communes de 3 500? Je le dirai toujours, encore une fois, effet de seuil évident, mais les mêmes causes devraient produire les mêmes effets. Si effectivement il y a une obligation de couvrir des risques par une assurance, ça concerne naturellement les différentes catégories d'élus. Et il ne faut pas s'étonner si certains ne comprennent pas, dont votre serviteur. Merci, Monsieur Richard. Madame la Ministre souhaite prendre la parole. Juste pour une précision, et puisque je n'ai pas répondu à la question précédente, moins de 3 500, c'est 30 000 communes. On est bien d'accord. Après, on est dans des communes où il y a d'autres, je dirais, environnements financiers. Merci, Madame la Ministre. S'il n'y a plus de demande de parole, je mets aux voix l'amendement 757 avec un avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Alors, mes chers collègues, nous allons commencer l'examen de 6 amendements en discussion commune pour lesquels il va falloir être attentif. 5 de ces amendements sont compatibles sur le fond, mais ils prélèvent tous des crédits sur la même action, l'action 1 du programme 122, pour un montant cumulé très supérieur aux crédits inscrits. En conséquence, en cas d'adoption d'amendements, les amendements qui conduiraient à dépasser les crédits inscrits tomberaient.
Le dernier amendement de la discussion commune, le 636 rectifié, est lui dans la discussion commune en raison d'une incompatibilité de fond avec l'amendement 425 rectifié bis. Il ne tombera qu'en cas d'adoption de l'amendement 425 rectifié bis. Cette précision faite, nous passons à la présentation des amendements. Je vous remercie et nous attaquons le 493 rectifié. Il est présenté par le président Moret. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, à la suite de l'effondrement du pont de Gênes, le Sénat a créé une mission d'information sur la sécurité des ponts. Nous avons rendu notre rapport avant l'été et nous avons, dans ce rapport, attiré l'attention du gouvernement sur le fait que sur les 200 à 250 000 ponts qui existent en France, parce qu'on ne connaît même pas le nombre exact de ponts en France, il y en a 29 000 qui sont en mauvais état et qui présentent un risque de dangerosité. Et parmi ces 29 000, 16 000 relèvent des communes qui n'ont en général pas les moyens techniques et financiers d'assurer un suivi de ces ponts, à commencer par un diagnostic. C'est pour ça que nous avons appelé à la mise en place d'un plan Marshall basé sur 2 axes. Le premier, l'augmentation des crédits destinés à l'entretien des ponts gérés par l'État, et nous avons fait adopter un amendement en ce sens la semaine dernière. Et le deuxième, c'est de créer un fonds sur le modèle de ce qui avait été fait en France à l'issue de la catastrophe du Mont-Blanc, un fonds alimenté chaque année pendant 10 ans par 130 millions d'euros pour aider les collectivités locales et notamment les communes à faire un diagnostic de l'état de ces ponts et ensuite à assurer leur remise en état. Il faut savoir qu'il y a de très nombreux départements en France où des ponts commencent aujourd'hui à être fermés. C'est le cas notamment que nous avons pu constater lorsque nous sommes allés avec la mission en Seine-et-Marne, où plusieurs communes avaient dû fermer leurs ponts parce qu'elles n'étaient pas en situation d'assurer cet entretien. Et dans le département où je suis élu, un pont a perdu du jour au lendemain un pilier. Ça a coûté 300 000 € à la communauté de communes sans aucun soutien financier. Un autre pont a présenté les mêmes problématiques et du coup aujourd'hui il est fermé. Donc ces quelques exemples montrent bien que si l'on veut éviter encore une fois une catastrophe en matière de sécurité des ponts, il faut que l'on mette en œuvre ce plan Marshall. Donc je le répète, nous avons augmenté la semaine dernière les crédits destinés à l'entretien des ponts d'État. Aujourd'hui nous vous proposons la création de ce fonds dans le prolongement de ce rapport que nous avions rendu avec mes collègues Patrick Chaize et Michel Dagbert. Je vous remercie. Merci Monsieur Moret. La parole est à Monsieur Dagbert pour défendre le 578 rectifié. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. Effectivement, comme vient de le dire le Président Moret, ce sont près de 16 000 ponts qui sont gérés par le bloc communal et vous comprenez bien que si nous saluons l'effort qui est fait s'agissant des ponts qui sont de la compétence de l'État, ces amendements qui sont présentés ce matin ont vocation à avoir un effet levier sur l'investissement et notamment sur le rétablissement d'ouvrages d'art qui sont indispensables à la circulation de nos concitoyens. Si d'aucuns à une période avaient pris comme slogan que pour cette grande entreprise nationale, nous vous devons plus que la lumière, eh bien ici on pourrait considérer que nous devons à nos concitoyens des raisons suffisantes d'investir sur le patrimoine routier afin de leur permettre d'avoir accès à la mobilité pour tous. Merci Monsieur Dagbert. La parole est à Monsieur Marie pour défendre le 535 rectifié. Merci Madame la Présidente. Cet amendement propose de majorer de 50 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement la dotation politique de la ville. Celle-ci, lors de la loi de finances pour 2019, a été déplafonnée à un nombre de communes éligibles bien plus élevé. Précédemment, il n'y en avait que 180. Et donc, les crédits disponibles ne couvrent pas l'ensemble des besoins. A fortiori dans les communes qui ont dû dédoubler leurs classes de CP et de cours élémentaires, qui se trouvent en REP+, ou réseau d'éducation prioritaire, et qui ont dû faire face à des dépenses d'investissement significatives. Donc on demande à ce que, effectivement, cette dotation politique de la ville soit majorée de 50 millions d'euros. Si Monsieur Marie, ne bougez pas d'où vous êtes, vous allez défendre le 531 rectifié. Merci.
Cet amendement vise à porter les crédits de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, à son niveau de 2018, à savoir 615 millions d'euros en autorisations d'engagement. Et donc, afin de respecter les exigences de l'article 40, nous avons proposé une diminution de 45 millions de l'aide exceptionnelle aux collectivités territoriales et une augmentation de 45 millions de soutien aux projets des communes et groupements de communes. Merci, Monsieur Marie. La parole est à Monsieur Daudigny pour défendre le 425 rectifié bis. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à créer une dotation générale de décentralisation pour financer les dépenses des communes liées à l'activité de domiciliation des personnes sans domicile par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. En transférant 10 millions d'euros de l'action 1, aide exceptionnelle aux collectivités territoriales du programme 122, concours spécifiques et administration, à l'action 2, dotation générale de décentralisation des communes du programme 119, concours financier aux communes et groupements de communes. Les personnes sans domicile ont souvent besoin de recourir à un service de domiciliation postale pour pouvoir recevoir leur courrier et effectuer un grand nombre de démarches. Donc cela sera un outil indispensable pour leur parcours de vie et leur accès aux droits. Si elles peuvent justifier d'un lien avec une commune, elles ont de plein droit accès à une domiciliation gratuite auprès du CCAS de celle-ci ou d'un organisme agréé. D'où cet amendement. Je vous remercie. Merci Monsieur Daudigny. La parole est à Monsieur Gold pour le 636 rectifié. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement a le même objectif que l'amendement précédent de mon collègue Daudigny, mais il vise à créer une dotation pour financer les dépenses des communes liées à l'activité de domiciliation des personnes par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, mais il en diffère par les modes de financement. La domiciliation postale des personnes sans domicile est un outil indispensable pour développer leur accès aux droits. Cet amendement abonde de 600 000 € l'action dotation générale de décentralisation des communes du programme 119, prélevée sur l'action administration des relations avec la collectivité locale du programme 122. Ce faisant, il diffère donc de l'amendement précédent car il protège l'action aide exceptionnelle aux collectivités territoriales d'une nouvelle baisse dont le montant en PLF 2020 a déjà diminuer afin d'être cohérent avec la réalité du rythme des catastrophes naturelles auxquelles nos concitoyens et les collectivités sont confrontés. Je vous remercie. Merci Monsieur Gold. Nous passons à l'avis de la commission. C'est Monsieur le rapporteur spécial Reynal qui va nous présenter ses avis. Merci Madame la Présidente. Je vais présenter l'avis sur 4 amendements et mon collègue Charles Guenet sur 2 autres. Concernant les amendements 493 et 578, on peut dire que cet amendement entre en résonance évidemment avec le tragique accident de Mirepoix-sur-Tarn il y a 2 semaines où un pont suspendu datant de 1931 s'est effondré. Pour autant, à cette date, l'état du pont, l'état d'entretien n'est pas mis en question à date. Simplement, on comprend évidemment l'idée de cet amendement, mais cet amendement, eu égard au montant concerné, il nous semble que le gage ne paraît pas tout à fait crédible et devrait être levé au moins en partie. Cet amendement, de notre point de vue, doit être sans doute considéré comme un amendement d'appel au gouvernement. C'est un sujet sur lequel la question d'un fonds est une question qui est posée et qui est posée au gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous demandons son retrait, tout en attirant l'attention du gouvernement sur ce sujet. Si un tel amendement n'était pas adopté, quels seraient, Madame la Ministre, les moyens mis en œuvre pour accompagner les collectivités dans la surveillance et l'entretien de leurs ouvrages d'art? La question reste et votre réponse est attendue, Madame la Ministre. Sur l'amendement 425 rectifié bis, le présent amendement prévoit d'instaurer une dotation générale de décentralisation au titre de la compensation des dépenses des communes liées à l'activité de domiciliation des personnes sans domicile par les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les CECAS. Celle-ci représente un montant de 10 millions d'euros. En vertu de l'article L264-1 du Code de l'action sociale et des familles, il existe effectivement un droit à domiciliation auprès d'un CECAS ou auprès d'un organisme agréé à cet effet. Ils reçoivent, au titre de leur mission obligatoire, des financements par les collectivités territoriales. Donc nous allons
demander sur cet amendement l'avis du gouvernement pour s'assurer que ces dépenses ne soient pas déjà compensées. Et si elles ne le sont pas, effectivement, nous aurons plutôt un avis favorable. Le quatrième que j'ai, avant de passer la parole à Charles Guené, c'est l'amendement 636 rectifié. Madame Delattre et divers sénateurs. Cet amendement abonde de 600 000 € l'action numéro 2, dotation générale de décentralisation des communes du programme 119, concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements, en réduisant d'autant les crédits de l'action numéro 2, administration des relations avec les collectivités territoriales du programme 122. Ces crédits ont notamment vocation à financer des dépenses d'investissement nécessaires pour augmenter les capacités d'accueil des services de domiciliation actuels des communes, réhabiliter des locaux ou acheter du matériel. Toutefois, la DGD est une recette de la section de fonctionnement et ne peut donc financer directement de telles dépenses d'investissement. Ces dépenses sont par ailleurs très variables entre les collectivités et la création d'une DGD spécifique ne nous semble pas appropriée. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Monsieur Guéné, vous avez la parole pour les 2 amendements restants. Oui, Madame la Présidente, sur ces 2 amendements présentés par Monsieur Marie et les sénateurs du groupe socialiste et républicain, le premier, tout d'abord, vise à tirer les conséquences de l'élargissement des critères d'éligibilité en loi de finances de 2019 de la DPV. Alors effectivement, le fait de figurer parmi les premières du classement ne constitue plus une condition sine qua non pour être éligible à la DPV, ce qui effectivement gonfle le nombre des communes éligibles. Et effectivement, la dotation n'a pas augmenté, elle reste à 150 millions et 124 millions d'euros en crédit de paiement. Toutefois, le montant proposé par le présent amendement, qui accroîtrait le montant alloué à la DPV de plus de 30%, nous semble disproportionné. Surtout qu'en réalité, il est gagé sur la DGF à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Donc on pense qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un retrait. On considère que c'est un amendement d'appel, mais bon, voilà. Quant au second, le 531 rectifié, il vise à rétablir les crédits de la DSIL à leur niveau antérieur, soit 615 millions. Alors effectivement, cette dotation a diminué de 28% entre 2016 et 2020, soit près de 7% par an. Cependant, vous voulez les prendre sur le programme 122, qui est de 92 millions d'engagement et 51 millions d'euros en crédit de paiement, ce qui veut dire que la suppression de 45 millions de crédits sur cette action du programme 122 l'assècherait considérablement, il faut en convenir. Alors si je comprends bien la philosophie de votre amendement, les dotations d'investissement des collectivités territoriales doivent être stables, mais quelque part, leur financement ne peut reposer sur les autres collectivités territoriales. Alors, je vous demanderai également un retrait pour les mêmes raisons, considérant qu'il s'agit aussi d'un amendement d'appel. Merci. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Alors, la parole est à madame la ministre pour l'avis du gouvernement sur l'ensemble de ces amendements. Alors, le premier amendement qui a été présenté par monsieur Moret, je voudrais m'arrêter bien sûr sur ce sujet qui, comme le rapporteur l'a dit, est un sujet important et on voit bien les événements qui se sont passés dans le Tarn récemment. Pour être précis, et c'est un amendement d'appel, a dit le rapporteur en quelque chose, et je le remercie de cette position. Je voudrais quand même préciser 2 ou 3 petites choses. D'abord, les dotations de droit commun, bien sûr, et en particulier la DSIL ou la DSID, peuvent déjà prendre en charge ces travaux. Le Sénat a d'ailleurs recommandé de mieux coordonner les interventions, notamment avec les prêts de la Caisse des dépôts, pour avoir un bon levier, si je puis dire, sur les opérations lourdes.
j'entends ce que vous dites, ce qui est évidemment positif. Le reversement aux collectivités, par ailleurs, sur les amendes de police sont fléchés vers les travaux de sécurité routière et notamment de voirie. Il s'élevait à 311 millions pour les communes et EPCI et 64 millions pour les départements en 2019. Alors, bien sûr, c'est une possibilité aussi de mobiliser pour ce qu'on appelle les ponts, mais les ouvrages d'art en général. Troisièmement, comme l'a dit la vice-présidente dans la présentation des amendements, ça n'est pas soutenable, le gage n'est pas soutenable, c'est-à-dire une baisse de 100 millions des dotations d'investissement, quasi-annulation en fait des crédits en cas de catastrophe naturelle. Pour toutes ces raisons, évidemment, je vais donner un avis défavorable. Mais je suis consciente, bien sûr, de ce sujet important. Nous en avons déjà parlé, monsieur le sénateur, et je voulais vous dire que dans le cadre de la mise en place de l'Agence nationale de cohésion des territoires au 1er janvier de l'année 2020 qui vient, nous avons déjà un certain nombre de programmes qui sont gérés déjà par aujourd'hui le CGET, demain l'ANCT, et je pense effectivement qu'il serait intéressant de créer un programme ouvrage d'art, si je puis dire. D'autant plus qu'au-delà de ce qui est là une affaire financière aujourd'hui, il y a aussi une affaire d'ingénierie, d'accompagnement en technicité. Et nous avons, comme vous le savez, un opérateur de l'État qui s'appelle le CEREMA, qui est un opérateur avec des ingénieurs, des techniciens. D'ailleurs, j'avais lu dans les comptes rendus qui ont été faits de ce qui s'est passé dans le Tarn que c'était le CEREMA qui était d'ailleurs en charge par les collectivités locales de la vérification de ce pont. Et comme vous le savez, ce pont, comme l'a dit tout à l'heure le rapporteur, était en très bon état, simplement il y a eu une surcharge. Donc aujourd'hui, la réponse que je vous donne, bien évidemment, c'est que j'envisage de créer au sein de l'ANCT un programme nouveau dédié à cette préoccupation. Merci Madame la Ministre. L'avis sur les autres amendements. Excusez-moi. Pour ce qui est de l'amendement de Monsieur Daudigny, je voudrais préciser que l'obligation légale de domicilier prévue par la loi DALO, de la loi du 5 mars 2007, lorsqu'elle est exercée de manière facultative par les CCAS, ne constitue pas un transfert de compétences au sens de l'article 72.2 de la Constitution. Elle ne nécessite donc pas une compensation. Je note qu'en 2018, 2019 et 2020, par ailleurs, le montant des concours financiers est stable. Pour être plus précise, il augmente même légèrement. Il me semble donc que les communes disposent bien des moyens nécessaires pour financer les CCAS sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle dotation. D'autre part, comme ça a déjà été dit, la diminution de 10 millions d'euros en gage sur le programme 122 affecterait gravement la capacité de l'État à soutenir les collectivités touchées par des catastrophes naturelles. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'en ce moment, évidemment, on voit très bien ce que cela signifie. Je dirais même argument pour Madame Delattre. Et ensuite, nous avons les amendements de Monsieur Marie, auxquels je vais donner un avis défavorable pour les mêmes raisons que le rapporteur. Merci Madame la Ministre. Alors, en demande d'explication de vote, Monsieur Chaise. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, je voudrais donc intervenir sur l'amendement concernant les ponts. Je suis co-rapporteur avec Michel Dagbert de ce travail. Je voudrais mettre en avant ce travail qui a donc permis d'identifier les difficultés de l'entretien de ces ponts. Moi, Madame la Ministre, je vous ai bien entendu et j'entends votre proposition à ouvrir un programme pour l'avenir sur ces ponts. J'ai bien entendu également que vous
Vous évoquiez le fait que ce qui était demandé donc à hauteur de 130 millions était difficilement compatible avec le budget. Alors j'aurais peut-être une proposition à vous faire, Madame la Ministre. Est-ce que, au moins pour cette année, on ne peut pas diminuer très sensiblement le montant à une somme de 10 millions d'euros peut-être, qui permettrait déjà d'accompagner les collectivités à faire ce recensement et ce premier diagnostic. Parce que là aussi, il y a un vrai manque, il y a un besoin important et de toute façon, il faudra passer par là pour pouvoir engager ensuite les travaux, pour pouvoir entraîner ensuite donc une vraie dynamique de travaux. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte que ce dossier concerne la sécurité de l'ensemble des Français. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Mirepoix-sur-Tarn n'est pas donc un problème d'entretien, on est bien d'accord, mais a mis en lumière par une médiatisation très forte que l'état de nos ponts n'était pas satisfaisant. Et je pense que ça serait une réponse quand même importante vis-à-vis de nos concitoyens que d'ouvrir la porte et d'engager le processus. Merci Monsieur Chaise, Monsieur Marie, puis Monsieur Colomba. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, moi je me réjouis que Madame la Ministre partage l'avis du rapporteur, celui-ci ayant donné raison à notre amendement sur le fond, considérant que tant pour la DPV que pour la DSIL, les moyens étaient aujourd'hui insuffisants. Pour la DPV, parce que l'élargissement des communes éligibles diminue pour chacune les moyens mis à disposition, alors que les besoins, nous le savons tous, dans nos quartiers prioritaires politiques de la ville, sont encore plus importants chaque année. J'ai évoqué tout à l'heure la question du dédoublement des classes de CP. On pourrait bien évidemment évoquer tous les besoins en matière d'accès à la culture, d'accès aux activités sportives, de soutien à la vie associative, qui nécessitent des investissements que bon nombre de ces communes ne peuvent pas réaliser aujourd'hui. Pour ce qui concerne les gages que nous avons retenus, nous aurions souhaité qu'il y ait de l'argent frais et des moyens nouveaux. Sauf que le gouvernement n'a pas souhaité suivre nos recommandations en la matière sur la première partie du budget. Et donc nous maintenons aujourd'hui nos deux amendements, même si effectivement, Monsieur le rapporteur, la solution n'est pas idéale, considérant que ces dotations sont absolument prioritaires pour soutenir l'investissement local. Merci Monsieur Marie. Monsieur Colomba. Monsieur Dalbert. Bien, premier point. Le constat que nous faisons de l'état dans lequel se trouvent nos ponts est le résultat de la politique qui est menée depuis des lustres, contraction des crédits et disparition progressive de l'ingénierie publique. Parce que s'il n'y a pas de surveillance suffisante, c'est parce que les ingénieurs qui étaient disponibles et qui pouvaient intervenir et donner un avis rapide sur une situation ont complètement disparu. Bien, là, il faut faire des appels d'offres, enfin, etc. On ne va pas y arriver. Et comme on n'a plus d'argent, eh bien, on ne fait rien. Donc, c'est le résultat, véritablement, donc, de cette politique. Donc, si on fait, effectivement, c'est une bonne idée de faire un programme spécial, mais à condition qu'il ne soit pas gagé sur autre chose. Si c'est habiller Paul avec ce qu'on aura piqué à Bière, ou à Jacques, ça sera encore le marché de dupes habituel. S'agissant maintenant de l'usage du 122, je suis un peu à la torture parce que j'aurais envie de voter les amendements tels qu'ils sont proposés. Mais c'est vrai que si vraiment on ponctionne à ce point le programme 122, il ne restera plus rien. Or, moi j'avais souhaité, à l'occasion d'un rapport antérieur, enfin, etc., que précisément on puisse peut-être donner une pérennité plus grande au programme 122 et qu'en quelque sorte il soit pourvu de crédits suffisants sans qu'il soit besoin à chaque fois d'abonder, enfin, etc., parce qu'en état de catastrophe naturelle, il faut intervenir vite. Et ce programme 122, c'est vrai, il est très pratique. Donc, voilà, puisqu'il est question, je profite de l'occasion, puisque notre
notre ministre propose de faire un programme spécifique pour remettre à niveau les ponts, ce serait peut-être l'occasion de reposer cette question. Est-ce qu'il ne faudrait pas donner une pérennité et une visibilité plus grande au programme 122 dans la mesure où on va en faire, avec les temps qui viennent, de plus en plus d'usage? Merci Monsieur Colomba. La parole est à Monsieur Bigot. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, quelques mots sur les deux amendements. Les ouvrages d'art, c'est plus qu'un amendement d'appel, et l'appel n'est pas satisfaisant. Madame la Ministre, on ne peut pas... J'étais président d'une communauté urbaine qui a les moyens de faire l'ingénierie des ponts et qui a pu relever effectivement, et c'était pour moi une priorité, la sécurité de l'ensemble des ponts et des ouvrages d'art. Par contre, pour la plupart des communes, comme pour les départements qui ont récupéré beaucoup de routes de l'État, il y a un travail important à faire et vous diminuez le nombre d'agents du CEREMA. Donc, où va pouvoir se faire le diagnostic avant même que soit débloqué de l'argent pour le faire? Alors certes, le pont de Haute-Garonne sur le Tarn n'est pas impliqué par cela. Mais le contrôle de l'ensemble de nos ponts et ce qui s'est passé en Italie et ce qui peut se passer à d'autres endroits doit être révélateur. D'autant plus que dans l'histoire, on a vu aussi comment l'État avait transféré des compétences aux élus locaux avec la responsabilité pénale, madame, avec la responsabilité pénale si quelque chose arrive. Donc je pense que c'est relativement grave et urgent. S'agissant des amendements de mon collègue Didier Marie et du groupe socialiste, notamment sur la politique de la ville, voilà une fois de plus, ce n'est pas un amendement d'appel, c'est un amendement de dénonciation. On augmente l'éligibilité à la politique de la ville, on n'augmente pas les ressources, et en même temps, on sait déjà que pour ceux qui sont éligibles, les ressources ne suffisent pas. Le résultat, c'est qu'on est sur des dépenses d'attente qui sont de plus en plus importantes et qui sont inutiles. L'ANRU pousse de plus en plus à faire des études complémentaires avant d'envisager que les crédits soient donnés. C'est fait qu'on fait des promesses, on annonce, etc. Et rien, il n'y a pas de résultat. Donc franchement, sur ces points-là, je pense que c'est plus que des amendements d'appel, c'est des amendements de dénonciation d'une politique qui ne fonctionne pas. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des effets d'annonce et de communication. Merci Monsieur Bigot. La parole est à Madame Sologoub. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, encore juste un mot sur ces fameux ponts, puisque j'ai eu la chance de faire partie de la mission sur le sujet. Juste un mot pour dire que c'est en effet pas un amendement d'appel, et c'est maintenant, parce que si les sommes semblent importantes, il faut bien se dire que plus on attendra et plus ce sera cher. Et ça, on le sait tous dans nos communes, quand on a tendance à se dire que les ponts ont une durée de vie illimitée, surtout qu'ils n'ont pas de durée de vie et que tout va bien. En fait, si on attend que ce soit grave pour s'en occuper, ça coûte des sommes colossales. Donc là, il faut y aller maintenant, parce que sinon, on ne pourra pas faire face. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Sologoub. La parole est à Madame Gouache-Avant. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Souvent, quand on parle de difficultés d'un pont ou de grandes infrastructures, on pense justement à de grandes infrastructures. Et moi, ici, je voudrais évoquer avec vous les ponts et les infrastructures dans les plus petites communes, dans les communes rurales. Lorsqu'un pont de petite taille menace, c'est parfois toute une partie de la commune qui reste enclavée. Alors oui, il y a un problème de sécurité, mais il y a aussi d'autres problèmes dans nos communes essentiellement rurales. Moi, je ne voudrais pas qu'on les oublie et que... bien sûr, on aide, et Madame la Ministre, vous l'avez dit, créer un fonds, c'est important, et aussi pour l'ingénierie et pour l'accompagnement. Je crois que nos communes ont besoin, et les communes rurales ont vraiment besoin qu'on les aide sur, éventuellement, le diagnostic aussi. Donc, j'aimerais qu'on ne les oublie pas et qu'on ne pense pas seulement à des ponts gigantesques, à des infrastructures très importantes, mais qu'on pense aussi à tous ces petits ponts. Et pour être dans une commune où il y a pas loin d'une dizaine de petits ponts, lorsqu'un de ces ponts menace d'effondrement, il y a un risque de sécurité parce qu'évidemment, il y a des véhicules lourds, des tracteurs qui passent dessus, mais il y a également un risque d'enclavement d'une grande partie de la commune et donc un risque économique pour, en ce qui me concerne, pour des viticulteurs et pour des agriculteurs qui ne peuvent pas se rendre sur leur propriété. Donc voilà, je crois que le diagnostic, il est important à faire, mais qu'on doit aussi penser à aider nos communes rurales et nos plus petites communes aux revenus modestes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Dagbert. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous l'entendez par l'intervention de nombreuses et nombreux collègues, c'est réellement une préoccupation qu'il faut prendre
très au sérieux, tant la difficulté est grande pour les élus locaux, notamment au niveau des communes rurales. J'ai bien entendu votre réponse sur l'amendement du président Maurey et je comprends aisément, et c'est repris par notre collègue Colomba, sur la ligne 122, que ces crédits sont essentiels lorsque survient une catastrophe naturelle. Pour autant, aujourd'hui, vous le comprenez, la responsabilité qui est celle des élus locaux, elle peut être engagée à tout moment en fonction de l'état de ces ouvrages et par conséquent, ils n'ont d'autre solution que de fermer l'infrastructure. Ce qui oblige parfois la population à des détours très conséquents. Nous avons pu le vérifier en Seine-et-Marne où la population se voit dans l'obligation de faire un détour de plus de 8 km quotidiennement et parfois plusieurs fois dans la journée. Par conséquent, il est à mon sens important que dès cette année, nous trouvions, et j'apporte mon soutien à la proposition de Patrick Chaize, nous trouvions le moyen d'envoyer un signal fort et notamment de soutien. Je peux porter témoignage, Madame la Ministre, que dans mon département, une décision vient d'intervenir sur un ouvrage très conséquent et qui a en plus un impact économique sur une entreprise qui vient d'être reprise. Cette décision, nous avons réussi à la prendre de concert avec le conseil départemental et le préfet. Le préfet a accepté à titre dérogatoire de mettre de la DETR pendant 2 exercices, 2020 et 2021, à condition que le département accompagne. Mais vous comprenez bien que là, c'est l'urgence et puis l'impact économique de cet ouvrage, mais ça ne peut pas être une solution pour l'ensemble des ouvrages du département. Nous n'y arriverons jamais s'il n'y a pas un fonds dédié créé à cette occasion, d'une part pour faire les diagnostics et ensuite accompagner le mouvement de mise à niveau de ces infrastructures. Voilà ce que je voulais dire. Sur l'ingénierie, notons quand même que l'État a déserté les territoires depuis bien longtemps et que les élus locaux ne disposent pas de cette ingénierie. Quant à celle de l'État, nous voyons comment le CRMA est traité avec, là encore, une perte de moyens au budget de cette année. Merci, Monsieur Dagbert. La parole est à Monsieur Lurel. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, j'aimerais moi aussi m'associer aux propos tenus par les collègues pour avoir vécu personnellement cette affaire-là il y a quelques longues années. Au moment où je vous parle, en Guadeloupe, après le transfert des routes nationales gérées aujourd'hui par la région et des routes gérées par le département. Jusqu'ici, le procès verbal de remise et l'état des lieux n'a jamais été signé par le président de région, que j'étais alors, mais je crois qu'il n'est pas signé par l'actuel président. Le préfet a refusé de faire les procès-verbaux de réception quand on sait que tous ces ouvrages d'art étaient vétustes. Et on risque à tout moment, sur de nombreux ponts, propriété de l'État, d'ailleurs dans une situation juridique jusqu'ici non clarifiée, eh bien jusqu'ici, il y a là un vide juridique, la région gère des routes nationales, le transfert n'a pas été signé parce qu'à l'époque, j'engageais la responsabilité personnelle de l'exécutif que j'étais. Il y a urgence, ce n'est pas simplement un amendement d'appel, c'est une urgence à traiter et c'est vrai qu'il serait bon, judicieux de créer ce fonds pour faire face à ces dépenses qui sont urgentes. Merci, Monsieur Lurel. La parole est à Monsieur Moret. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, ce n'est pas un amendement d'appel. C'est un sujet trop grave, trop sérieux pour parler d'amendement d'appel sur un sujet comme celui-là. Mes collègues ont été nombreux à le dire, il s'agit quand même de sécurité, il s'agit de vie humaine. Et je crois qu'il ne faut pas attendre, comme on le fait trop souvent dans ce pays, qu'il y ait une catastrophe, comme cela a été le cas il y a 20 ans avec le tunnel du Mont-Blanc, où là, effectivement, on a créé un fonds. C'est d'ailleurs sur ce modèle-là qu'on propose de constituer ce fonds, sur le modèle de celui qui a été créé il y a 20 ans pour le tunnel du Mont-Blanc, à la suite de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, et qui a permis la remise en état d'un certain nombre de tunnels. La deuxième raison, ça a été dit aussi par ma collègue, notamment Madame Sollogoub, plus on tarde,
plus on aura des ponts en mauvais état et plus ça coûtera cher de les remettre en état. C'est avéré que quand on ne met pas 1 euro aujourd'hui en matière de voirie, il faut en mettre 10 au terme d'un certain nombre d'années. Et on a pu constater aussi dans nos travaux qu'on aura 2 fois plus de ponts en mauvais état dans 10 ans si on ne fait rien. Alors, vous avez dit que le gage n'était pas soutenable. Je veux bien l'entendre. C'est pour ça que j'espérais, dans ma candeur naïve, que vous lèveriez le gage. Mais ce qui n'est pas soutenable non plus, c'est de ne rien faire. C'est de se contenter de quelques paroles encourageantes en disant on va regarder ça. Donc moi, je veux bien me rallier à la proposition de mon collègue Patrick Chaize, reprise déjà par Michel Dagbert, de rectifier mon amendement, notre amendement, en disant que ce fonds, on le met à hauteur de 10 millions au lieu de 130. C'est naturellement beaucoup moins, mais ça permet de créer ce fonds, ça permet d'amorcer la pompe, ça permet d'être dans le concret et de montrer qu'il y a réellement une volonté de sortir des discours, de passer de la parole aux actes et de faire en sorte que les collectivités locales, on peut tous ici citer un certain nombre de communes qui sont vraiment en difficulté avec des ponts sur leur territoire, puissent être aidées déjà pour faire un diagnostic et ensuite pour faire cette remise en état. Donc je propose de rectifier cet amendement en remplaçant 130 millions par 10 millions qui seraient prélevés sur l'action 6 du programme 119, dotation générale de décentralisation. Je vous remercie. Merci Monsieur Moret. Alors pour terminer ces prises de parole, Monsieur Daudigny, puis Monsieur le rapporteur spécial Claude Raynal et Madame la Ministre pour répondre à l'ensemble des intervenants. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Concernant l'amendement que j'avais présenté, alors je veux d'abord remercier le rapporteur de sa prise de position initiale. J'ai bien écouté, Madame la Ministre, vos explications qui n'ont pas, je vais dire, totalement convaincu. Je persiste à penser que la démarche que j'avais exposée était fondée. Cependant, les arguments qui ont été présentés concernant le programme 122 et qui me paraissent solides, m'amènent à retirer donc l'amendement. Par ailleurs, je voudrais exprimer une totale solidarité avec les collègues sur le sujet difficile de l'entretien des ponts. Le département de l'Aisne pourrait fournir illustration à la situation qui a déjà été mise en avant par plusieurs collègues. Dans ce département, le conseil départemental possède des ouvrages importants. Certains récemment, depuis les transferts routiers de l'État vers le département, et ces ouvrages ont nécessité des interventions à des niveaux de finances élevés. Et par ailleurs, dans un département de 800 communes aujourd'hui, beaucoup de petites communes sont confrontées aux situations qui ont déjà été exposées par une collègue tout à l'heure. Donc je soutiens tout à fait les démarches qui sont entreprises dans ce sens. Merci Monsieur Daudigny. Monsieur Raynal, vous avez la parole. Oui, moi je pense que le débat sur amendement d'appel, pas amendement d'appel, bon, c'est un débat un peu abscon, dans la mesure où je crois la ministre a défendu l'intérêt de la chose. Je crois que c'était un point important à entendre. Et deuxièmement, que l'amendement d'appel, c'est quoi? C'est de dire que simplement le gage est trop important par rapport à la demande et qu'il aurait donc fallu lever le gage de 100 millions ou 130 millions d'euros sur cette affaire-là. Donc, voilà comment il faut le truc. Je crois que tous, dans cet hémicycle, nous avons, et je crois, c'est le gouvernement de le dire, mais enfin il l'a dit, je crois que nous avons tous intérêt à trouver une solution pour cette question qui est sur la table, effectivement. Moi, je trouve intéressante la proposition qui a été faite par M. Chaize. Je crois que c'est un amendement utile. Si effectivement l'amendement est sous-amendé sur la base de 10 millions d'euros, on y sera pour notre part en tant que commission favorable. En tout cas, cet amendement n'étant pas revenu en commission, nous dirons sagesse. C'est la logique du système. On dira sagesse, bien entendu. On peut s'y rallier et pour une raison qui est assez simple. Moi, quand on me dit les départements ne sont pas capables d'eux, etc., je reste prudent. Je pense que les départements, aujourd'hui, tous les départements font des études sur leurs ponts les plus sensibles et font en sorte de faire les études. Là où il y a une difficulté, c'est sur les ponts qui restent communaux. Dans des toutes petites communes,
sur lesquels, là, il y a un sujet qui se pose. Et moi, je crois que s'il y a 10 millions qui sont inscrits au budget, c'est pour aider ces petites communes sur des ponts communaux à faire les études nécessaires. Et de toute façon, le fonds ensuite sera utile que dans les années qui viennent, c'est-à-dire que ça laisse le temps de mettre en place un vrai programme pour qu'ensuite les réalisations puissent s'effectuer à partir de 2021. Donc je trouve cette opposition de M. Chaise, puisqu'il l'a exprimée pour tous, logique. J'espère que Madame la Ministre pourra s'y rallier et en tout cas, je vous engage à déposer un sous-amendement dans ce sens. Merci Monsieur Raynal. Avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, Monsieur Moret nous confirme bien la rectification de son amendement en laissant en fin de compte à l'action 6 concours financiers aux collectivités territoriales et à leur groupement 10 millions. Donc au lieu des 100 millions et sur concours spécifique et administration, on supprime les 30 millions. Donc c'est bien 10 millions à l'action 6. Ah non, c'est 10 millions. Pardon, c'est 10 millions sur le fonds d'aide à l'entretien des ouvrages d'art des collectivités territoriales de leur groupement prélevés sur l'action 6. Voilà, c'est bien ça. Donc, cet amendement rectifié, Monsieur Dagbert, vous rectifiez votre amendement dans le même sens? Donc, les deux amendements identiques sont rectifiés de la même façon. Merci. Alors, Monsieur Raynal, sagesse. Madame la Ministre, vous pouvez de ce fait nous répondre sur l'amendement rectifié et sur l'ensemble des amendements. Peut-être, bon, où là vous avez donné un avis défavorable, c'est déjà fait. Je voudrais surtout répondre aux interventions qui ont eu lieu sur tous les bancs sur ce sujet. On sent bien, bien sûr, que les événements qui se sont passés ont fait apparaître comme prioritaire la sécurité, évidemment, des ponts. Les événements nous engendrent toujours à être plus prudents. Je dirais au passage aussi que, en ce qui concerne le programme 122 et les catastrophes naturelles, je crois qu'il faut aussi être extrêmement prudent. Je rappelle qu'il y a encore peu d'années, quand on votait le budget, on mettait 0 sur 122 et que, au fur et à mesure qu'il y avait des catastrophes naturelles, on se dépêchait de faire des transitions d'une ligne sur une autre. Je crois qu'il faut mesurer que l'État est toujours extrêmement réactif quand il y a des catastrophes naturelles et que, naturellement, nous avons besoin de cette ligne car, vous le savez, le réchauffement climatique, l'évolution comment dire, des événements qui se passent dans le sud-est de la France, comme on l'a vu avec les inondations catastrophiques, font que je suis vraiment très attentive à maintenir cette ligne au niveau où elle est. Par ailleurs, j'ai entendu évidemment les remarques qui ont été faites et je suis absolument d'accord avec vous sur la nécessité sur la nécessité d'aider les plus petites communes parce que naturellement, c'est là où il y a le besoin à la fois en ingénierie et à la fois en financement. Pour votre information, il y a 21 000 ponts d'État en France, 125 000 qui sont des ponts de département et 120 000 à des communes. Et je disais à Charles Guenet en aparté à l'instant, je me souviens quand j'étais sur vos bancs, comment nous avons été obligés de travailler à l'époque où la SNCF voulait nous transférer tous les ponts. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les ponts SNCF qui devenaient aussi normalement de la responsabilité des communes. Donc je suis très consciente de cet objet et naturellement, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette proposition qui, naturellement, depuis une dizaine de jours, 15 jours, nous est venue à l'idée de créer un programme pour la NCT. Et évidemment, c'est quelque chose, si je le dis publiquement, c'est quelque chose auquel j'ai vraiment réfléchi et qui me semble nécessaire pour aider les plus petites communes, bien évidemment. Et vous savez que la philosophie de l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est d'aider les plus petites communes. Et les carences en ingénierie sur des territoires qui en ont peu, parce que certains départements, prenons par exemple la Creuse,
n'ont pas d'ingénierie à leur disposition, alors que des départements plus importants, etc., ont tout ce qu'il faut pour répondre aux besoins, ne serait-ce que à la nature et à l'entretien des ponts. Donc je suis très consciente de tout cela. Et enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'attendre. Il y a des crédits de droit commun qui existent. Et on peut très bien, et le gouvernement peut très bien, dans une circulaire, dire au préfet de répondre aux besoins des communes qui auraient un besoin immédiat et qui s'adresseraient au préfet pour des demandes de financement. Donc c'est quelque chose. Enfin, l'État est toujours là et le gouvernement est toujours là aussi pour réagir aux besoins des communes. Je prends un autre, mais ça a été cité tout à l'heure, c'est pour ça que j'y pense. Quand on parle, vous savez, des dédoublements de classes, naturellement, on sait très bien que dans certaines communes, ça pose pas de problème parce qu'il y a des bâtiments qui sont vides ou des classes qui ont été supprimées par le passé, etc. Et que immédiatement on s'installe dans une nouvelle classe. Mais on sait que dans d'autres, il y a des besoins d'agrandir les écoles. Et nous avons demandé, dans le cadre de la DETR et de la DSIL, de flécher sur les écoles. Donc on peut très bien le faire avant la mise en place de ce fonds. Mais je rappelle que c'est en janvier que j'ai l'intention de créer ça. J'ai des négociations qui sont en train de se faire aussi avec la Banque des Territoires pour nous aider sur ce programme. Donc, je maintiens ma position, non pas une position contre tout ce que vous avez dit, puisque nous sommes d'accord, mais je maintiens sur mon opposition à un amendement qui prendrait des financements sur le 122. Merci Madame la Ministre. Alors, nous allons maintenant passer à la mise aux voix de l'ensemble de ces amendements. Nous allons commencer donc par mettre aux voix le 493 rectifié bis et le 578 rectifié bis qui sont identiques de Monsieur Moret et de Monsieur Dagbert. Et donc avec un avis de sagesse de la Commission, un avis une demande de retrait ou défavorable de la part du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces deux amendements identiques sont adoptés. Je mets aux voix maintenant l'amendement 535 rectifié qui était présenté par Monsieur Marie, qui a une demande de retrait ou défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 531 rectifié présenté par Monsieur Marie aussi avec un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'amendement 425 rectifié bis a été retiré. Le 636 rectifié, Monsieur Gold. Oui, je le retire. Vous retirez l'amendement, donc le 636 rectifié est retiré. Nous allons passer à la présentation de l'amendement 724 par Monsieur Patient. Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues, cet amendement vise à dégager des moyens pour consacrer à terme 30 millions d'euros par an à l'accompagnement contractuel des communes ultramarines en difficulté avec une montée en charge progressive entre 2020 et 2024, soit 6 millions d'euros supplémentaires par an pendant 5 ans. Certaines communes des Drômes sont parfois dans une situation qui rend improbable, sinon impossible, un redressement financier sans soutien extérieur. Une mobilisation de l'État est alors indispensable. Les dispositifs actuels, comme les subventions exceptionnelles de fonctionnement de la mission Relations avec les collectivités territoriales, ne sont pas dimensionnés pour répondre à ce besoin. Par ailleurs, le bilan des contrats Cocarde mis en œuvre à partir de 2004 dans certains Drômes est peu satisfaisant. Il faut donc explorer les modalités d'une nouvelle contractualisation d'accompagnement plus exigeante et plus efficace. Les sommes dégagées par cet amendement, 30 millions d'euros par an dans 5 ans, pourraient être utilement utilisées pour soutenir dans le cadre de contrats d'accompagnement renouvelés les collectivités pour lesquelles un soutien externe est indispensable. Monsieur Patient, avis de la Commission. Monsieur le rapporteur. Bien, nous pensons que les préoccupations soulevées par cet amendement de crédit sont légitimes, mais en même temps, lorsqu'une collectivité territoriale est en difficulté financière, effectivement, un soutien de l'État
est souvent nécessaire pour lui permettre d'apurer sa situation. Toutefois, je pense que ce soutien doit venir essentiellement de l'État. Or, le présent amendement conduirait à faire participer à cet effort l'ensemble des autres collectivités territoriales, ce qui ne nous paraît pas souhaitable. Donc, retrait, sinon défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, madame la ministre. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement votre préoccupation. Cependant, je pense qu'il est prématuré de créer dès ce PLF un fonds d'accompagnement des communes ultramarines ayant signé un contrat de redressement doté de 6 millions d'euros, alors même que l'ampleur des besoins n'est pas définie, ni le contenu et la forme de ces contrats. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se donne le temps d'étudier ce que vous proposez. En outre, en minorant le programme 119, l'amendement conduirait à diminuer le montant des dotations d'investissement ainsi que des dotations générales de décentralisation qui sont dues. L'année 2020 sera donc mise à profit pour affiner vos propositions et pour définir les modalités d'accompagnement des communes qui en ont besoin. Et je vous remercie, Monsieur Patient, pour votre travail et soyez assurés que nous profiterons de l'année 2020 pour étudier vos propositions. Merci, Madame la Ministre. Madame Conconne a demandé la parole. Oui, vous imaginez bien que je vais soutenir mon collègue. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je suis aussi partisan d'une philosophie qui consiste à dire, comme le dit si bien le poète, un pas, un autre pas, encore un autre pas et tenir gagner chaque pas. Je crois que sa demande est très légitime. Il y a des années et des années que les collectivités de l'outre-mer s'enfoncent dans des difficultés qui sont structurelles. Structurelles pourquoi ? Tout coûte plus cher chez nous. Et aujourd'hui, confrontés aux assauts du changement climatique, nous devons quasiment chaque année affronter des cataclysmes liés au climat. La Caraïbe, en effet, pour la partie qui me concerne le plus, fait partie des zones les plus vulnérables aujourd'hui et pourtant les moins productrices de gaz à effet de serre. Chaque jour, nos communes sont obligées d'affronter avec responsabilité et courage le nombre important de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce qu'on n'a pas pu, depuis des décennies, pouvoir donner à ces pays les moyens de leur développement endogène, leur développement responsable, leur développement solidaire. Alors on s'enfonce tout doucement et on continue de s'enfoncer, loin des plans de redressement qui pourraient venir ici ou là. Je plaide en effet pour que les différences structurelles de financement de ces communes-là soient définitivement prises en compte. Alors on nous parle d'un grand soir qui viendrait en année 2020. On a tellement entendu ça. Que permettez que j'ai des doutes et que je voterai cet amendement. Parce qu'à un moment, il faut bien commencer. La notion d'égalité doit prendre du sens. La notion de solidarité doit prendre du sens. La notion de fraternité doit prendre du sens au sein de la République, alors qu'on puisse prendre un petit peu sur ceux qui se porteraient un peu mieux, pour donner à ceux qui se portent très mal un peu pour qu'elles se portent mieux. Je trouve que c'est une mesure symbolique, importante, qui devrait, par exemple, être actée aujourd'hui, même si on nous annonce the grand plan, the New Deal des collectivités d'outre-mer, sur lequel, effectivement, mon collègue Patient travaille énormément avec d'autres collègues. Merci, Madame Conconne. Monsieur Lurel, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Madame mes chers collègues. Je comprends l'amendement du collègue Patient, même si j'ai des désaccords sur le mode de financement. De quoi s'agit-il? Madame la Ministre vient de dire que, attendons, nous ferons en 2020. J'avoue que je regrette de n'avoir pas ni les simulations du CFL, ni les conclusions des travaux du collègue Patient, que connaît le gouvernement, mais que ignorent les parlementaires. En attendant, la réalité est ce qu'elle est. Elle est connue depuis très longtemps. Moi, je ne parlerai pas des différences de ressources. C'est vrai qu'il y a des différences structurelles, des problèmes de gestion et qui relèvent de conjoncture, de bonnes, voire souvent, hélas, de mauvaises
gestion. Il est difficile donc de demander à des collègues de métropole, de l'Hexagone, qui font des efforts, de subventionner la mauvaise gestion. En revanche, il y a des impossibilités structurelles depuis très longtemps parce que les communes qui sont en redressement, qui sont en plan pluriannuel de redressement, ont atteint souvent l'effort fiscal maximum. Ils ne peuvent plus demander. J'avoue que je suis assez inquiet face à la pression fiscale demandée par la Chambre régionale des comptes, appliquée sans nuance par les préfets lorsqu'ils règlent les budgets. Il y aura, à mon sens, des émeutes dans les Outre-mer sur cette affaire-là. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les plans cocardes, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Les plans de redressement AFD, ça ne marche plus. Demander uniquement aux ménages et aux contribuables de faire des efforts, on est arrivé à un terme qui est aujourd'hui, à mon sens, indépassable. On ne peut pas aller plus loin. Et donc, il est urgent, et je prends l'amendement du collègue comme un amendement d'appel, je ne sais pas s'il va le maintenir, et s'il l'évoque dans son rapport, j'ai cru comprendre que oui, en lisant l'exposé des motifs, il faut absolument que le gouvernement s'empare de ça. Et je finis sur une chose, Madame la Présidente, j'ai 32 communes en Guadeloupe. Nous avons 32 communes. Près de 28 communes sont en redressement et sont incapables de se redresser. Des maires qui sont élus, qui gèlent l'investissement, qui gèlent le recrutement, et qui ne peuvent pas bénéficier de subventions. Je prends la commune de Baïf, qui a un héritage calamiteux d'un prédécesseur. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement, et là aussi c'est fait à la seule discrétion des préfets, refuse une subvention exceptionnelle. Il faut donc trouver un dispositif pour régler ces problèmes-là de manière durable. Merci, Monsieur Lurel. Monsieur Patient, souhaitez-vous maintenir votre amendement? Oui, je tiens à remercier mes collègues ultramarins, Lurel et Concon, d'avoir cherché à soutenir mon amendement. Mais je retiens les propos de Madame la ministre, qui me renvoie en 2020, c'est pas si loin. Et très certainement, on aura l'occasion de se rencontrer pour des cas spécifiques, comme l'a cité mon collègue Lurel, Baïf, Rohan, en Guyane. Donc je retire l'amendement pour l'instant. Merci, Monsieur Patient. L'amendement 724 est retiré. Nous allons procéder... Ah, Madame la ministre, excusez-moi. Monsieur Patient, je vous remercie, car naturellement, il faut calibrer le dispositif, comme vous l'avez dit, Monsieur Lurel, tout à l'heure. Et je voudrais répondre à Madame la sénatrice que, naturellement, le Président de la République a annoncé l'engagement d'une démarche de rattrapage financier pour l'outre-mer. Et vous le savez que c'est une démarche qui est concrète et qui va se traduire effectivement déjà dans ce PLF. Et donc, je tenais à vous le dire, ça n'est pas que des paroles, c'est des faits aussi. Merci, Madame la ministre. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » figurant à l'état B. Je n'ai été saisie d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite. Je mets donc aux voix les crédits de la mission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Voilà pour cette séance que vous avez pu suivre sur notre antenne. L'examen du budget va encore occuper les sénateurs en séance jusqu'au vote solennel prévu le 10 décembre prochain. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction sur notre site publicsénat.fr. On revient notamment sur cette partie de l'examen du projet de loi de finances dans un article de Guillaume Jacot. On peut le voir ici. Budget 2020, le Sénat crée un fonds de 10 millions d'euros pour l'entretien des ponts. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.